Enfin, je voulais parler de la prévention des infections chez les patients. Les infections sont une des complications les plus fréquentes chez les patients drépanocytaires et anémie cellulaire et augmentent significativement la morbidité et la mortalité. Les principales causes d'infection chez les patients atteints de drépanocytose sont une diminution de la fonction de la rate, des défauts d'activation du complément, ainsi que certains autres facteurs mécaniques, par exemple, qui prédisposent à l'ostéomélite et évitent les infections. Et il existe une série de recommandations, fondamentalement la vaccination, résumée dans ce tableau, et la prévention du paludisme et d'autres infections. Un sujet très intéressant est la relation entre le paludisme et la drépanocytose. Le fait est que la mutation qui donne naissance à l'hémoglobine S a persisté en Afrique subsaharienne à un niveau aussi élevé, malgré la sévérité de la drépanocytose qui est attribuée au fait que les porteurs d'hémoglobine S sont protégés contre les formes graves du paludisme, en particulier les lésions cérébrales causées par Plasmodium falciparum. On pourrait penser que en ce sens, l'hémoglobine S homozygote pourrait fournir une plus grande résistance, mais coexistence à la fois de la drépanocytose et du paludisme est associée aussi à une plus grande morbidité et mortalité, et le paludisme est également l'un des principaux déclencheurs des crises les plus occlusifs dans les pays d'Afrique subsaharienne. Cependant, il faut tenir en compte du fait qu'il n'est pas le seul déclencheur. Cela peut être le plus fréquent, mais pas le seul. Donc, prévenir les crises vaso-occlusives avec un traitement antipaludisme seulement ne suffit pas. Comme nous l'avons mentionné, qu'il ajoute d'hydroxyurée et un traitement complémentaire au traitement antipaludique, pas substitutif. L'hydroxyurée, en plus de diminuer les taux d'hémoglobine S, peut préserver la fonction de la rate. Les recommandations actuelles pour la prise en charge de ces patients, nous parlons maintenant de la prophylaxie antibactérienne des infections non palustres. Les recommandations disent qu'ils devraient recevoir de la pénicilline de 2 à 3 mois d'âge, c'est-à-dire lorsque les taux d'hémoglobine fœtale commencent à baisser et donc que la fonction de la rate commence à fonctionner et pas d'une manière adéquate, on va dire. Le traitement par la pénicilline n'est pas toujours, il n'y a pas toujours de consensus ici. Et s'il faut la continuer après les 5 ans, mais il peut être envisageable de poursuivre les traitements. Car il réduit significativement l'infection par les pneumocoques et d'autres bactéries encapsulées, et aussi parce que les sons géographiques ou le dépistage néonatal n'a pas été effectué. Parfois, l'apparition de la drépanocytose peut être une mort subite due à une septicémie. D'autre part, nous pouvons avoir quelques problèmes, entre guillemets, et l'un d'eux serait le développement d'une résistance à la pénicilline à long terme, puis aussi les patients atteints d'anémie falciforme ne perçoivent pas un bénéfice tangible immédiat avec la prophylaxie à la pénicilline et il n'a pas de renforcement positif pour mener à bien ces traitements strictement. Et l'adhésion thérapeutique n'est pas aussi bon qu'elle devrait être. C'est pourquoi un travail d'éducation des patients et des parents est essentiel. Les patients et les parents doivent comprendre que l'observance thérapeutique commencera à diminuer et le contrôle des enfants diminuera lorsqu'ils soient sûrs qu'ils vont suivre le traitement strictement. Et, l'observance globale était faible, 53%, et ils ont identifié que l'âge était l'une des causes qui influait l'observance, et ont constaté que l'observance était faible, particulièrement faible, chez les patients de moins de 5 ans.
ce qui conclut qu'il est nécessaire, bien nécessaire, de faire des efforts pour améliorer l'observance thérapeutique chez les patients à la pénicilline pour identifier les groupes de patients qui peuvent avoir un risque plus élevé de ne pas bien suivre le traitement. Il existe en gros deux présentations de pénicilline qui est préconisée pour prévenir les infections bactériennes, pénicilline orale et en injection intramusculaire. Nous avons déjà évoqué les problèmes de l'observance et depuis, il y a eu des travaux publiés qui disent que l'observance thérapeutique est clairement meilleure avec la pénicilline intramusculaire. Pour ces projets, nous avons considéré qu'une injection intramusculaire est une meilleure option. Il serait idéal pour les patients de recevoir une injection et d'être fait pour coïncider avec la visite mensuelle au centre de santé afin que vous puissiez vous assurer que les patients reçoivent toujours la dose sans qu'une visite supplémentaire, n'est-ce pas, ne soit nécessaire, bien sûr.